Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Paris en ce temps-là. C'est amusant d'évoquer cette belle chanson de Charles Aznavour, et pourtant c'est vrai. Transportons-nous 35 ans en arrière, dans un monde sans téléphone portable, sans ordinateur, sans Internet, sans GPS, sans réseaux sociaux, sans GAFA. Je m'appelle Catherine Pfeff. En 1985, j'ai 30 ans. Je suis journaliste, artiste peintre et je circule à Paris en vélo Solex. Oui, ce drôle d'engin avec un moteur à galets sous le guidon. Et brusquement, coup de frein, dérapage, arrêt avec les pieds. Je revois très bien la scène. Un étrange individu emballe le Pont-Neuf avec une immense toile. C'est Christo. Il arrive tout droit de Bulgarie. Il faut être sacrément téméraire et visionnaire pour concevoir un truc pareil. Une avalanche de questions me vient à l'esprit, mais comment a-t-il obtenu l'autorisation de la mairie de Paris? Comment a-t-il fait pour convaincre son équipe de s'engager dans cette mission impossible? Mais surtout, la question qui me trotte dans la tête depuis ce temps-là, c'est comment faire vivre l'art, le grand, le beau dans la ville. Aujourd'hui, je vais vous démontrer l'intérêt de communiquer en grand format, mais aussi comment décupler ses forces lorsqu'on n'est pas plus grand que ce timbre-poste que je tiens entre les doigts. Je suis d'accord avec vous, on ne voit pas grand-chose. J'ai mieux. Voici maintenant une carte postale. On voit un peu mieux, mais ce n'est pas encore très convaincant. Vous clignez des yeux pour deviner ce que c'est. Voilà maintenant une affiche. Alors là, vous déchiffrez bien le visuel. C'est un chat. Voyez-vous où je veux en venir ? Peut-être pas, regardez bien. Alors là, c'est l'effet waouh ou l'effet miaou, comme vous voudrez. L'image prend toute sa force, toute sa puissance. On ne peut pas y échapper. C'est ça la communication en grand format. De 1985 à 1986, la démonstration de Christo a fait son chemin dans ma petite tête. Et je me répète souvent, à cœur vaillant, rien d'impossible. Bien convaincu qu'avec peu de moyens, on peut quand même réaliser de grandes choses. Il faut croire en sa bonne étoile et se forcer à rester résolument optimiste, car l'échec n'est pas une option. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous envoyait des signaux inévitables sur votre chemin ? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Je vois dans une rue bien commerçante un chantier de ravalement vraiment très mal tenu. Des lambeaux de bâches usagés pendouillent de ci, de là. Et tout à coup, une petite étincelle jaillit dans mon esprit. Vous savez, comme dans les bandes dessinées. Les échafaudages, bon sang, mais c'est bien sûr une toile d'échafaudage qui serait bien propre et bien tendue. C'est exactement comme une feuille de papier géante. Je viens de faire une découverte qui va changer le cours de ma vie. C'est alors que j'ai pris mon courage à deux mains, tout en oubliant d'avoir peur. D'ailleurs, c'est vrai, la peur n'évite pas le danger. Il faut la remplacer par une certaine inconscience et se laisser guider par son instinct de survie qui vous permettra d'éviter les écueils. Mais revenons à nos moutons. Quelque temps après cette révélation, je tente une première expérience. Au coin de la rue de Lisbonne surgit un beau matin un immense portrait peint à la main. 1800 mètres carrés de surface. Coup de théâtre, tel est le nom de cette bâche, la bien nommée.
Le décor est composé d'une centaine de toiles de 18 mètres carrés chacune. Elles sont posées les unes à côté des autres à la façon d'un pulse. Un chantier que j'ai réalisé avec les moyens de l'époque. Une usine désaffectée en guise d'atelier, quelques pots de peinture offerts par un fabricant généreux, des toiles de chantier récupérées, de l'huile de coude, le concours d'une douzaine d'artistes peintres engagés au pied levé et le soutien moral et logistique de mon compagnon. L'effet est immédiat, monumental, l'image interpelle. C'est un succès, la presse en parle. Un nouveau médium est né car l'idée des bâches peintes va faire le tour du monde. Quelque temps après cette belle aventure, un nouveau défi se présente. On va restaurer l'Arc de Triomphe. Il va y avoir des échafaudages et des filets de protection sur plusieurs milliers de mètres carrés. C'est le sujet qu'on ne peut pas laisser passer, mais qui pèse de tout son poids et vous met une pression énorme. Que faire? Comment le faire? Et comment faire vite? Car les travaux de restauration commencent tout de suite. Il me faut trouver une idée simple, car les mailles des filets ne permettent pas de dessin précis. Le sujet doit respecter l'histoire, l'architecture du monument et la tombe du soldat inconnu. Les spectateurs, quel que soit leur âge ou leur nationalité, doivent comprendre le message. Rien. Mais alors, rien ne me vient à l'esprit. Quand c'est comme ça, il faut prendre du recul, respirer et ne pas paniquer. Quelques jours passent. En feuilletant négligemment un magazine, je tombe sur les 3 couleurs du drapeau français. Bleu, blanc, rouge. Mon idée est là. Elle ne tient qu'à un fil. Vite, vite. Je cours chez l'architecte en charge de l'Arc de Triomphe. Il est enthousiaste. « Ok, me dit-il, on y va. » Il me reste à surmonter mes appréhensions. Pas d'état d'âme, me dis-je. Je dois transformer mes craintes en énergie positive et me forger un mental d'acier. Et c'est comme ça qu'on a peint au pistolet, dans un terrain vague de Meudon, 8000 mètres carrés de filets. Alors là, je peux vous dire que ça donne une sorte de vertige à l'envers. Quand on voit se dérouler sous ses yeux, sur 50 mètres de hauteur, les filets peints. Je me demande ce que je suis en train de faire. Et en plus de ça, les gens me regardent bizarrement, interrogatifs, voire inquiets. C'est là qu'il faut paraître sûr de soi, car le doute est contagieux. Et puis plus tard, c'est le 14 juillet, les troupes à pied, le défilé aérien et même le Tour de France. Chaque événement semble parfaitement s'associer à cette vision éphémère du monument. Je respire enfin. L'histoire continue. Un samedi matin, en 1992, alors que je travaille seule à mon bureau, le téléphone sonne. Un monsieur que je ne connais pas me raconte l'histoire d'un château disparu à Berlin en 1950. J'ai un peu de mal à suivre, surtout en anglais. Mais bon, je m'accroche. Il veut que je représente en trompe-l'œil, taille réelle, le château tel qu'il était avant sa disparition. Ça représente quand même 10 000 mètres carrés de surface, l'équivalent de 8 piscines olympiques. Vous pouvez le peindre en 2 mois, me dit-il. Ne voulant pas perdre la face, je m'entends lui répondre « Ok, no problem, I can do it ». Je devine que mon interlocuteur sera sensible à mon assurance, en partie feinte. Donner l'impression d'être sûr de soi, ça rassure tout le monde, moi y compris. Quelques jours après cet étrange appel, je trouve dans ma boîte aux lettres d'anciennes photos du château et quelques vieux plans d'architecte.
Je commence à travailler sur le sujet. Je voulais donner l'illusion du palais avec seulement 3 couleurs. Elles étaient censées représenter les ombres portées des reliefs du château. Mon client est sceptique. Il me dit alors: voulez-vous présenter à Berlin un échantillon de votre projet? Nous pourrons le suspendre à l'emplacement du château pour voir si ça fonctionne. Avec mon équipe, je commence à travailler sur un grand échantillon, sur une grande toile de 70 mètres carrés. Une fois sèche et pliée dans une malle, celle-ci pesait quand même 70 kilos. Et me voilà en route vers Berlin, accompagnée de ma très lourde valise. On suspend provisoirement l'échantillon. Quelques minutes de suspense, j'attends la réaction de mon client. Ouf, il adore. Dès que la toile est ramenée au sol, mon interlocuteur sort de sa poche des ciseaux, il saisit ma toile et commence à la couper en 2 sur toute la longueur. Je l'interroge du regard, essaie de le stopper. Il me dit alors: il y aura un morceau pour vous et un morceau pour moi. De retour à Paris, vous peindrez les 10 000 mètres carrés avec la même précision et les mêmes couleurs. Je garde ce morceau témoin pour vérifier votre réalisation. Je pense en moi-même, on n'est pas là pour rigoler à ce que je vois. Et c'est ainsi que je fis la connaissance de Berlin. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a fait. Les 10 000 mètres carrés ont été peints à Issy-les-Moulineaux, puis transportés en camion à l'emplacement du château. Le trompe-l'œil fut très apprécié des Berlinois. Le plus incroyable de l'histoire, c'est qu'après une dizaine d'années de vives polémiques, l'idée de la reconstruction du château en dur fut finalement adoptée par le gouvernement en 2002. Et maintenant, le château est en cours d'achèvement. Il aura donc fallu presque 30 ans pour en être témoin. Je n'aurais jamais cru à l'époque qu'un tel défi soit possible. L'histoire n'est pas terminée. Maintenant, c'est au tour du château de Saint-Cloud. Disparu depuis 150 ans, il fait actuellement beaucoup parler de lui. Nous sommes une petite équipe de joyeux téméraires. Nous essayons de convaincre le ministère de la Culture pour réaliser un immense trompe-l'œil du château dans l'écrin du parc de Saint-Cloud sur son belvédère qui surplombe Paris. Plus personne ne s'imagine exactement comment il était. Moi non plus, pour tout vous dire. Mais cette idée me met en joie. Et finalement, c'est ça qui compte. Ce que je voudrais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Faites comme moi, n'ayez peur de rien. Voyez grand format, vous verrez mieux l'objectif à atteindre. Le monde de demain est à portée de main. Merci de votre attention et vive l'imagination.